Bienvenue à tous à ce webinaire du jour qui a été préparé par Elder Abuse Prevention Ontario en partenariat avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario ainsi que le réseau Fierté des aînés d'Ottawa. Le webinaire auquel vous allez assister maintenant s'attaque à la maltraitance des aînés des communautés LGBTQIA2S et on va essayer d'en comprendre les problématiques et de savoir comment agir ou réagir. Pour vous donner quelques petites règles et quelques petits détails, nous sommes en version webinaire, donc vos micros ne fonctionnent pas, seulement ceux des panélistes fonctionnent. Vous pouvez tout à fait poser des questions en tout temps dans la petite boîte de questions-réponses. Vous avez un petit icône en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser le chat aussi pour poser des questions ou faire des commentaires. Je serai en veille sur ce chat tout le temps. Après la session, vous aurez une petite évaluation qui vous sera envoyée par courriel et nous ferons plusieurs sondages pendant le webinaire auxquels vous pourrez répondre. Vous aurez aussi accès aux informations de contact des présentateurs, c'est-à-dire Carmen Paquette aujourd'hui, ainsi que des organisateurs du webinaire, moi et aussi Christine Chan de Elder Abuse. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez en cours de route ou si vous devez partir avant la fin. Le webinaire sera enregistré et la vidéo ainsi que les diapositives seront publiées sur le site web de Elder Abuse Prevention Ontario. Pour commencer, j'aimerais faire une reconnaissance du territoire autochtone. En effet, même si ce webinaire se tient virtuellement, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles se trouve le bureau ou la Farfo, c'est-à-dire moi, anime ce webinaire à Hamilton. Ces terres font partie du territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinaabe. Ce territoire est visé par les traités du Haut-Canada et il fait partie des terres protégées par l'accord de la ceinture de Wampo, dit du bol à une seule cuillère. Et il est directement adjacent au territoire visé par le traité de Haldimand. J'aimerais prendre une seconde aussi pour remercier Micheline Paul, notre interprète des langues de signes québécoises, pour sa présence à ce webinaire aujourd'hui. J'espère que tout le monde peut voir Micheline sur votre écran. Elle fait partie des panélistes qui sont à l'image avec Carmen et moi. Si jamais vous n'arrivez pas à la voir, vous pouvez toujours régler vos paramètres de vidéo qui sont en haut à droite de votre écran normalement. Elle devrait être visible en tout temps pendant ce webinaire. Qu'allons-nous voir pendant ce webinaire? Nous allons voir les différentes formes de maltraitance envers les aînés en général, puis les vulnérabilités particulières relatives aux aînés LGBTQIA2S. Et enfin, nous verrons quelques bonnes pratiques en prévention ou en intervention et quelques ressources qui sont disponibles pour vous si vous êtes fournisseur de soins de santé ou fournisseur de services en français pour cette catégorie de population. Nous allons commencer par un petit sondage pour nos participants. Vous devriez avoir ce sondage qui s'affiche à votre écran. Je vais laisser à tout le monde le temps de voter. Nous allons garder cet écran affiché pendant à peu près 1 minute. Et il s'agit de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous participez en tant que fournisseur de services ou en tant que membre de la communauté ou en tant qu'allié de la communauté? Et aussi si vous avez eu l'occasion de voir le webinaire qui a eu lieu mardi, présenté par Carlos Idibuo, qui parlait déjà des communautés aînées LGBTQ. Les gens commencent à répondre. Nous sommes à 40% de votants. Allez-y, vous avez encore quelques secondes pour voter avant que l'on passe aux résultats et que l'on puisse voir un petit peu qui assiste à ce webinaire. Très bien. Déjà 10 personnes qui répondent. On a presque tout le monde. Allez, on a 78% des participants qui ont voté, Carmen. Donc, je vais mettre fin au sondage dans une petite seconde. Encore une personne. Allez, c'est parti. Merci d'avoir voté. Et nous allons partager les résultats. Nous pouvons voir que parmi les personnes présentes aujourd'hui, la majorité sont des alliés de la communauté LGBTQ et ne sont ni fournisseurs de services, ni membres, ni alliés de la communauté LGBTQ. Donc, ça nous donne une idée de la participation du jour, Carmen. Vous voyez les résultats aussi. Et puis, à peu près 38% d'entre eux ont vu le webinaire avec Carlos de mardi, mais 62% n'ont pas eu la chance de le voir.
de le voir encore. Bon. Parfait. Je présenterai très vite les organismes qui ont permis à ce webinaire d'être là aujourd'hui. Nous avons d'une part Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, soit Elder Abuse Prevention Ontario en anglais, qui est un organisme à but non lucratif de charité et qui sensibilise sur la maltraitance et la négligence envers les aînés par l'éducation, la coordination de services et la formation aux professionnels. La Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario, dont je fais partie, se veut la voix des francophones de 50 ans et plus en Ontario depuis 1978. Nous aussi, nous organisons des initiatives provinciales et régionales et nous mettons l'accent sur l'éducation, le soutien contre l'isolement social et la programmation culturelle, entre autres choses, pour tous les aînés francophones. Enfin, le réseau Fierté des aînés travaille à créer par l'entremise d'un réseau de membres de la communauté LGBT et leurs alliés une communauté d'aînés queer, visible, interconnectée et solide, ainsi que des milieux résidentiels et des services sécuritaires et culturellement appropriés pour les aînés LGBT. Mais j'ai assez parlé, je vais passer la parole à notre présentatrice du jour, que je remercie encore une fois d'être là avec nous. Carmen, c'est à vous. Merci beaucoup, Olivier. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous une partie de cette journée. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Alors, que vous ayez choisi de passer une partie de cette journée-là avec moi, ça me fait très, très plaisir. Vous avez dans ma présentation quelques éléments de mon parcours, mais peut-être avec mes cheveux blancs, vous pouvez deviner que je suis une aînée LGBT. Donc, c'est au sujet des aînés LGBT, j'en suis une. Et en ce moment, je préside le comité de soins de longue durée au réseau de fierté des aînés d'Ottawa. Puis, j'aimerais commenter aussi toute cette question-là de fierté. Comment est-ce que, pourquoi qu'il y a tant de parades de fierté, il y a tant de drapeaux de fierté? On est passé par là comme franco-ontarien. Hein? Il a fallu apprendre à être fier d'être franco-ontarien. Puis là, en tant que lesbienne, je fais partie d'une autre communauté qui a à apprendre à être fière. Alors, 2 fois d'être fière plutôt qu'une, parce que les minorités ont toujours à lutter pour être fiers. Donc, commençons notre séminaire, notre webinaire ensemble. D'abord, on va commencer par une définition de la maltraitance. Ensuite, vous aurez la chance de poser des questions si vous en avez au sujet de la définition. Vous pouvez voir que c'est un acte unique ou répété ou l'absence d'intervention appropriée dans le cadre de relations censées être une relation de confiance. Donc, je veux qu'on reconnaisse surtout le lien de confiance entre la personne qui peut-être ne reçoit pas tout le respect dont elle a droit, que peut-être qu'elle souffre de négligence, d'abus et de maltraitance. Je pense que c'est pas utile de tenter de faire la différence entre ces trois mots-là. Je pense que c'est dans un continuum de non-respect, mais c'est de ça qu'on va parler. Comment est-ce qu'on peut reconnaître, comment est-ce que les aînés LGBT sont encore plus vulnérables à la négligence, à l'abus et à la maltraitance. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Vous en avez une liste à la prochaine diapo. Ça peut être physique, psychologique, sexuel, financier, puis, comme je disais tantôt, simplement de la négligence. Prochaine diapo. Donc, 2 petites diapos pour définir notre sujet. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vous pouvez inscrire des questions dans le chat maintenant si vous en avez. Je vais attendre quelques secondes, voir si je vois quelque chose apparaître, sinon nous pourrons continuer. Je tiens en attendant à vous exprimer au nom de la FARFO et de Elder Abuse Prevention Ontario. Une très belle journée internationale des personnes âgées. Ce que je n'avais pas fait au début du webinaire, désolé. Il n'y a pas de questions pour l'instant, je pense qu'on peut continuer, Carmen. C'est beau, allons-y. Donc. Alors. Est-ce que tout le monde entend la vidéo? Carmen, vous entendez la vidéo? Oui. Parfait.
Quand on arrive en résidence, d'abord, on est très vulnérable parce qu'on est aîné au départ, mais si on est aîné de la communauté LGBT, on peut avoir de la discrimination. Vieillir, c'est pas facile pour les hétéros, ça ne l'est pas non plus pour les gays. J'ai des amis qui me disent que si jamais ils vont aller dans une résidence pour personnes âgées, ils vont rentrer dans le placard. Les personnes aînées qui sont dans le placard, oui, ils souffrent. Les personnes qui ont eu honte toute leur vie parce que c'était un péché, parce que c'était un crime et parce que c'était une maladie mentale, on ne s'en vante pas de ça, là. L'importance de s'affirmer, c'est de dire carrément « j'existe ». Donc, quand on sait que c'est 10 % de la population, c'est 10 % invisible. Donc, la pertinence de la formation aux intervenants sur Pour que vieillir soit gay est essentielle. Il y a beaucoup à faire pour bonifier la situation. Ça prend des programmes, ça prend de la volonté, ça prend de la formation, mais le vrai enjeu, c'est la qualité de vie dans tout ça. Alors... Merci beaucoup, Olivier. Donc, c'est une entrée en matière pour comprendre comment est-ce que peut-être les aînés LGBT sont particulièrement vulnérables, soit à vivre la maltraitance ou de ne pas partager qu'ils vivent la maltraitance. Mais on va commencer quand même par une revue du vocabulaire. Vous pouvez voir qu'il y en a qui sont suffisamment clairs, là, lesbiennes, gays, bisexuels. Transgenre, je pense que c'est important de comprendre que c'est une personne qui se présente comme étant d'un autre sexe que celui de la naissance et que ça peut aller jusqu'à la chirurgie, mais pas toujours. Queer, c'est un mot qui est utilisé beaucoup, surtout par les plus jeunes dans la communauté gay. Je connais peu de personnes de mon âge qui utilisent ce mot-là, mais on se reconnaît là-dedans. Tu sais, we're here, we're queer, là, on embarque là-dedans. Donc, en questionnement, intersexe, c'est quelqu'un qui est né avec les caractéristiques génitales des deux sexes. Déjà, le médecin choisissait à la naissance quel sexe allait être affirmé et faisait une opération pour enlever les autres parties génitales. Maintenant, les jeunes qui naissent intersexes, on laisse ce jeune-là grandir et décider de lui-même plus tard. Alors, il y a une différence de génération là-dedans. Alliés, c'est peut-être plein d'entre vous, vous n'êtes pas nécessairement LGBT, mais vous voulez respecter notre communauté, et c'est peut-être pour ça que vous êtes avec nous. Et bispirituel, c'est dans la communauté autochtone où les gens qui étaient gays, lesbiennes, transgenres ont toujours été très respectés. Donc, c'est grosso modo le vocabulaire. Merci Carmen. Si je peux rajouter quelque chose avant de passer à la diapo suivante, c'est que cette proposition que nous affichons à l'écran, ce n'est pas une proposition définitive. Vous allez trouver plein d'autres déclinaisons de cette nomenclature et les lettres ne pourront pas toujours signifier les mêmes choses. Je prends la lettre A par exemple. Il nous a été signifié dans le webinaire précédent qu'elle pouvait se rapprocher à allié ou à asexuel par exemple. Ah. Donc, il ne faut pas se fixer sur une nomenclature particulière. Vous allez en voir beaucoup de différentes. Il faut simplement essayer de savoir ce que veulent dire les lettres et comprendre que d'une communauté à l'autre, ces lettres auront une signification différente. Merci, Olivier. J'aimerais aussi rajouter que vous ne trouverez pas dans cette liste le mot homosexuel. Même il y a 20, 30, 40 ans, on utilisait déjà plus ce mot-là pour désigner notre communauté. Alors, peut-être que le vocabulaire est en évolution, évidemment, mais vous pouvez rayer le mot homosexuel de votre vocabulaire. On continue. Donc, si vous avez participé à l'atelier de Carlos, vous savez déjà que notre communauté, elle est vulnérable à toutes sortes de maladies chroniques, des maladies mentales comme la dépression. Puis, c'est un peu la conséquence de ne pas se fier au médecin. Donc, on va chez le médecin beaucoup plus tard. Ça veut dire qu'on est diagnostiqué plus tard. Puis, on peut être déprimé. Il y a plein d'aînés qui ont des maladies chroniques qui sont déprimés, mais notre dépression peut venir du rejet,
d'avoir perdu notre job, d'avoir perdu un conjoint, mais de ne pas pouvoir le dire, de ne pas pouvoir vivre son deuil. Alors, on a des caractéristiques des aînés, mais on a des facteurs qui aggravent notre réalité. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir que c'est pas surprenant que les personnes LGBTQ disent avoir été personnellement attaquées ou harcelées en ligne. Je ne pense pas du tout que c'est le cas pour les personnes hétérosexuelles. On continue. Même dans notre communauté LGBTQ, on est en train d'apprendre comment est-ce qu'on peut aider ceux d'entre nous qui sont transsexuels, parce que c'est maintenant les gens qui, dans notre communauté, sont les plus vulnérables. 80% qui ont vécu des violences verbales et du harcèlement. Puis, on est en apprentissage à l'intérieur de la communauté, puis évidemment, dans la société en général, apprendre à être respectueux des personnes transsexuelles, c'est tout un défi. On continue. Donc, pour toute notre communauté, incluant les personnes trans, il y a un isolement plus important. Il y a plusieurs facteurs là-dessus. On est souvent très loin de nos familles biologiques. Si on avait un conjoint, des fois, on ne veut pas le dire qu'on a un conjoint pour des raisons de clandestinité. Quand ça fait 40 ans que tu es clandestin, tu as beau voir plein de personnages gays à la télé, peut-être que ça t'aide pas plus que ça à être ouvert avec ta communauté. Alors, ça contribue à des troubles de santé mentale. Il y a une méfiance envers les services sociaux qui a été documentée, entre autres, par des études québécoises. Puis tout ça contribue qu'on peut avoir des dépendances, soit à l'alcool ou à différents types de drogues. C'est beau? On continue? Donc, cette réalité-là, ou peut-être que quand on était jeune, on a perdu notre emploi ou on a eu peur de perdre notre emploi, vous savez que les fonctionnaires fédéraux perdaient leur emploi si quelqu'un soupçonnait qu'il était homosexuel. Il ne fallait même pas le prouver. Puis il y avait l'Université Carleton d'Ottawa a eu un projet de recherche pour inventer une machine qui permettrait de détecter les homosexuels qui s'appelait dans le temps les homosexuels dans la fonction publique. Donc, c'est des gens de mon âge, ça, qui ont pu perdre leur emploi puis vivre ce genre de peur-là. Il y a eu multiples suicides à partir des 5 ponts interprovinciaux qu'on a entre Ottawa et Gatineau de personnes qui craignaient d'être vues. J'ai des amis, moi, qui ont eu des électrochocs et des lobotomies pour leur homosexualité. Vous savez aussi que le rejet religieux d'aller en enfer, et puis même aujourd'hui, on entend beaucoup, je voudrais bien vous respecter, mais ma religion me dit que vous n'êtes pas naturel, puis tout ça. Donc, il y a ça se vit encore aujourd'hui. Alors, toutes ces formes de rejet-là font en sorte que si vous travaillez avec les aînés LGBT, ils ont de la misère à s'ouvrir. On a de la misère à s'ouvrir parce que on a vécu peut-être un autre ou un de ces types-là. J'ai une amie, moi, qui a vécu un rejet juridique. Il y a 40 ans, elle a perdu ses enfants parce qu'elle était lesbienne. Elle l'a reconnecté avec eux 20 ans plus tard. Mais je pense pas que cette femme-là va aller aux autorités là, si elle vit de la maltraitance parce que les autorités ne l'ont pas servi dans le passé. Alors, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui nous retient de s'afficher puis d'aller chercher de l'aide. On continue. Évidemment, on souffre comme tous les aînés d'agisme, mais vous savez qu'avec une analyse intersectorielle, quand il y a plusieurs facteurs de minorité et d'oppression, c'est encore plus difficile de chercher de l'aide. La diminution de l'estime de soi, des complications de fin de vie. Avec la démence, on peut oublier qu'on a un conjoint de même sexe, on peut oublier quel est le genre qu'on a choisi aussi.
parce que c'est toutes des choses qui peuvent se perdre, qui peuvent compliquer les relations d'aide. Ensuite, il y a encore de la discrimination d'ordre légal. Des fois, c'est difficile pour les conjoints d'avoir de l'accès soit à la personne ou aux bénéfices associés à leur conjoint. Alors, c'est tous des facteurs qui font que c'est pas évident d'aller chercher de l'aide. On continue. Rajoutez à ça que nous sommes les gens qui sont en train de vieillir avec le VIH, soit les hommes gays qui vivent encore avec le VIH 30 ou 40 ans après le diagnostic. Puis il y a plein de lesbiennes comme moi. J'ai été une proche aidante d'un homme qui a été diagnostiqué. Alors, moi et mes collègues gays, lesbiennes, on a survécu aux années 80, mais ça veut dire que ça nous rend soit vulnérables. Les hommes gays qui ont le sida, ils sont vulnérables au niveau physique, au niveau psychologique. Puis les lesbiennes sont vulnérables, encore une fois, à perdre des êtres chers. Donc, ça nous rend très sujets à différentes difficultés. On continue la liste des facteurs qui contribuent à notre particularité. On est particulièrement invisible parce que tout le système fonctionne comme si on était tous hétérosexuels dans les services. Donc, on demande, puis, avez-vous déjà eu un mari? Ben, peut-être si on changeait ça pour dire, avez-vous une personne qui est très importante pour vous ou avez-vous un partenaire de vie, tu sais? Mais, donc, ça veut dire que moi, qui est une personne quand même assez ouverte, là, je dois dire, non, j'ai pas eu de mari, mais j'ai une conjointe. Ben, c'est un effort de plus, ça, avec un professionnel de la santé. Donc, il y a de la discrimination puis des agressions qui sont réelles puis documentées dans les différents services où les gens disent, ben, mon Dieu, tu dois pas être lesbienne, t'es bien trop féminine, là. Tu sais, donc, faut être continuellement prête à s'affirmer, puis ça vient là, hein? Donc, une dévalorisation des relations qui sont même longues. On pense que les gays ont juste des histoires d'un soir. Moi, je suis avec ma conjointe depuis 30 ans. Tu sais, les gens, oh mon Dieu, c'est comme, faut surmonter le stéréotype, puis que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre s'il y a eu une acceptation de la famille biologique. C'est pas tout le monde qui a le goût de soit sortir du placard pour lutter pour ses droits. Puis moi, je fais partie de la gang que j'ai été militante pour faire changer les lois puis tout ça. Puis moi, je ne veux pas retourner dans le placard une fois que je vais demander plus de services. Alors, entre ceux qui sont invisibles parce qu'ils n'ont jamais osé sortir du placard, puis du monde comme moi qui ne veulent pas retourner dedans, ça se pourrait qu'on manque cette partie-là de ma vie qui est pas évidente, juste en regardant quelqu'un. On continue. Donc, le résumé de toute cette situation-là, c'est que parce que tout le système est bâti comme si tout le monde était hétérosexuel, comme on a soit de la difficulté à sortir du placard ou rester hors du placard, puis qu'on est vulnérable pour toutes les raisons qu'on a identifiées avant, c'est ça qui fait qu'on est peut-être plus vulnérable qu'un aîné en général à vivre la maltraitance et puis peut-être de ne pas pouvoir le reporter. Alors, si vous avez des questions, des commentaires. Merci Carmen pour cette seconde partie. Encore une fois, vous avez accès au chat si vous avez des questions et aussi à la boîte de questions-réponses. C'est le moment d'en poser. On va vous laisser quelques secondes pour poser des questions si vous avez des choses à demander par rapport à la partie que Carmen vient d'aborder. Et puis après ça, nous allons passer à la partie suivante. Je ne vois rien qui s'affiche dans la boîte de questions pour l'instant. Carmen, vous êtes claire comme de l'eau de roche. Les gens n'ont aucune question encore. Je vais rajouter un dernier commentaire avant de passer
à la prochaine diapo, Olivier, c'est que je pense que la meilleure, à cause de tous ces facteurs-là, la meilleure attitude à prendre, c'est de... Vous pouvez supposer que vous avez des personnes LGBT dans votre entourage. Il ne faut pas attendre qu'une personne s'identifie. Prenez pour acquis qu'il y en a. Si vous utilisez le mot conjoint ou partenaire plutôt que mari ou femme, ben, soit que ça va être respectueux pour les aînés LGBT qui ne veulent pas s'afficher, et pour les hétérosexuels, ça va envoyer un message que vous respectez les gays, alors ils devraient peut-être eux aussi respecter les gays. Alors, c'est très important de savoir quand on travaille avec des aînés, de ne pas s'attendre et de ne pas chercher à ce que les gens s'auto-identifient. Fonctionnez comme s'il y en avait dans votre entourage, dans votre clientèle. Comme ça, vous allez être respectueux de tout le monde. C'est beau, Olivier. Merci Carmen pour ce commentaire. Nous arrivons à notre deuxième sondage qui va introduire notre dernière partie. Je vais vous le lancer d'ici une petite seconde. C'est un sondage qui comporte une seule question et qui nous permettra de savoir si, au cours de votre vie, vous avez déjà suspecté un cas de maltraitance d'une personne aînée LGBTQIA2S que vous connaîtriez, ou si vous avez été vous-même victime ou témoin, ou même auteur ou intervenant d'un cas de maltraitance d'une personne aînée. Nous en laissons répondre. Je rappelle que tous ces sondages sont anonymes, hein. C'est juste pour nous donner une idée de la situation. Très bien. 92% des personnes ont voté. Je vais pouvoir mettre fin au sondage au bout d'une minute. Nous y sommes. Et nous pouvons voir que la grande majorité des participants à notre webinaire n'ont jamais eu affaire à un cas de maltraitance suspecté ou même avéré. Donc c'est un terrain inconnu pour eux. Tant mieux, je dirais. Ben, bravo, ça veut dire que votre participation aujourd'hui va vous permettre d'être mieux outillé si c'est dans votre avenir. Bon? Donc, pour commencer, la dernière partie de notre webinaire qui est au niveau de comment intervenir, un autre petit vidéo de la Fondation Émergence. C'est parti. Pendant 25 ans, j'ai passé pour le demi-frère de mon conjoint. La famille choisie, c'est vraiment le cercle proche où les liens sont forts. Les proches aidants à Montréal, c'est 300 000 personnes. C'est des gens qui, en grande majorité, ont entre 45 et 65 ans, plus de femmes que d'hommes. 60% de femmes. Ben déjà, les proches aidants, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les personnes qui offrent des soins ou du soutien à des personnes en perte d'autonomie. Les proches aidants LGBT, ce sont des gens qui vivent avec un plus grand risque d'épuisement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un contexte où ils sont susceptibles d'être aux prises avec des préjugés, aux prises avec toutes sortes de situations qui sont complexes et difficiles. Tout d'abord, la difficulté de s'auto-identifier comme proche aidant, et certaines personnes LGBT peuvent avoir parfois des difficultés à accéder aux services de la santé, aux services sociaux, etc., parce qu'ils peuvent être réticents à divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Mon conjoint ne veut pas s'identifier comme gay à l'hôpital, même dans le travail qu'il faisait, c'était caché. Pendant 25 ans, j'ai passé pour le demi-frère de mon conjoint. Je suis proche aidante depuis un an et demi bientôt. J'aide en fait mon ex-copine, oui, qui a eu un diagnostic de démence, de dégénérescence des lobes frontaux.
Chez les lesbiennes, bien qu'il y ait des séparations qui soient très radicales, il reste on reste toujours quand même proches et on continue de s'entraider comme groupe. Donc, les proches aidants qui aident des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, etc., sont plus à risque d'épuisement parce que ça demande énormément de soutenir ces personnes-là. Parce que là, il faut que je fasse le téléphone pour lui, il faut que je me fasse passer pour lui au téléphone. Je téléphone à la banque, je téléphone toutes les places. Et là, c'est comme... c'est pas évident, en tout cas. Ça, je peux le dire, c'est pas évident. L'impact, c'était vraiment important dans ma vie, où j'ai dû hypothéquer plusieurs heures de mon travail. Tous mes week-ends pendant 1 an ont été dédiés à Louise. On ne se doute pas de l'ampleur de la tâche d'un proche aidant, mais c'est la finance, le quotidien, les achats, les vêtements, c'est tout. Mon soutien, essentiellement, c'est vraiment de la rendre la plus heureuse possible dans cette période difficile, qui est difficile pour elle aussi. Donc, c'est vraiment d'être présente, de la caresser, de lui donner de l'amour, de lui dire qu'on est là, qu'elle n'est pas toute seule. Nous sommes... Merci. Donc, le vidéo continue en parlant des services offerts à Montréal. Alors, c'est pour ça que je pensais l'interrompre à ce point-ci. Mais je voulais commencer le module au niveau de comment intervenir par le huis clos que peut être la relation des proches aidants. Donc, si vous ne savez pas nécessairement qu'il y a des couples LGBT dans votre entourage, mais vous pouvez peut-être voir qu'il y a des gens c'est clair qu'il y en a qui sont très proches, qu'il y en a un qui s'occupe de l'autre, puis vous n'avez pas besoin de les identifier clairement comme LGBT pour savoir qu'il y a peut-être le potentiel de maltraitance dans ce huis clos-là, dans ce petit couple-là. Puis, ça peut être de part et d'autre, hein? Ça peut être que le proche aidant, étant à bout de nerfs, comme la vidéo le montrait, ou la personne qui est aidée peut devenir abusive envers le proche aidant. Alors, les deux sont peut-être des deux personnes dans cette relation-là d'aide et de confiance et de dépendance. L'un ou l'autre peut être l'agresseur ou la victime de maltraitance. Agresseur, c'est un gros mot, là, mais c'est à partir du manque de respect, ça peut être l'impatience, ça peut aller jusqu'à la violence physique. Donc, quand vous côtoyez des gens qui sont dans ce type de relation-là, vous dites, oui, peut-être qu'il y a lieu d'essayer d'apporter mon appui à ce couple-là, parce que c'est pas évident que l'un ou l'autre va dire, moi, je suis en couple avec un tel, une telle, puis je sens qu'il ambitionne pas mal dernièrement. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment prévenir ce type de situation-là si vous pouvez être dans la famille, parmi les amis ou parmi les fournisseurs de services, mais parmi les fournisseurs de services, on peut, tous les 4 points que vous avez là, c'est des bons points qu'on devrait avoir pour assurer que tout le monde est respecté dans un service. Hein? On veut qu'il y ait des bonnes pratiques d'embauche, de sélection, une bonne formation du personnel, une éducation régulière, puis une sensibilisation de la famille, des bénévoles et des sous-traitants. Je veux que tout le monde qui est âgé soit traité avec ces caractéristiques-là. Mais là où c'est important, c'est de vous assurer que les aînés LGBT sont respectés compte tenu de leur silence et de leur invisibilité. Je regarde là, des pratiques d'embauche et de sélection. Vous pourriez avoir comme question dans la grille d'entrevue, qu'est-ce que tu ferais si tu voyais 2 hommes s'embrasser? Bien, l'employé potentiel, le candidat, dépendant de sa réponse, vous pouvez voir est-ce que c'est quelqu'un qui devrait être en situation de servir des aînés ou il y a peut-être des personnes LGBT. Alors, il y a certainement des choses que vous pouvez faire pour les 4 éléments qui sont à l'écran pour dire, oui, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour s'assurer que
les aînés LGBT sont pris en compte, puis qu'ils vont être respectés par cette personne-là. Donc, okay. On continue d'autres bonnes pratiques. Quand les gens agissent avec un peu de méfiance, ils ne répondent pas à vos questions, peut-être qu'il y a eu un traumatisme passé qui fait que cette personne-là est plus réticente à s'exprimer. Vous n'avez pas besoin de poser une question directe, est-ce que tu souffres d'un traumatisme passé, mais dans vos conversations avec cette personne-là, vous dites, oui, le plus qu'on vieillit, on s'aperçoit des fois qu'il y a des choses qui ont été difficiles dans notre vie, puis des fois, c'est pas évident d'en parler. Ben, ça, vous pouvez dire ça à n'importe quel aîné, hein, mais ça se pourrait que ça ouvre une porte avec une personne LGBT. Pour notre communauté, on a souvent une attitude négative internalisée parce que pour les gens de mon âge, là, d'habitude, on a caché notre orientation sexuelle parce que on voulait pas, on avait une image négative de c'était quoi un gay, puis les gays, c'était toutes des tapettes, puis les lesbiennes, c'était toutes des butch qui portaient des bottes de construction, là, tu sais. Donc, c'est internalisé. Il y a plusieurs d'entre nous, on pense qu'on n'est pas correct. Puis c'est pour ça qu'on ne voulait pas s'exposer ou se dire. Donc, c'est pour ça peut-être que nos pratiques ne sont pas frontales. C'est pas de dire, vous savez, moi, je suis correct avec les LGBT. Ben, la personne peut dire, toi, tu es correct, moi, je ne le suis pas, là. Parce qu'on a internalisé notre oppression. Alors, n'importe quoi qui offre un environnement sécuritaire pour tous les aînés, qui démontre que vous êtes ouverts à toutes sortes de différences, ça envoie un message aux aînés LGBT que, tu sais, vous connaissez qu'il y a plein de monde qui ont différents vécus, puis que c'est correct, les expériences que les gens aiment. Vous mettez en place une attitude qui permette aux gens qui choisissent de s'identifier plus clairement de le faire. Puis, le dernier conseil, le diapo, ne pas présumer demander des clarifications. La majorité des lesbiennes de mon âge, on a des enfants et des petits-enfants parce qu'on ne se reconnaissait pas adolescente. Moi, j'ai été en amour avec ma cheptaine guide pendant 5 ans. Pensez-vous que je pensais que j'étais lesbienne? Ben non, donc, tu sais, il y a une grande différence de génération avec les gens plus jeunes qui se reconnaissent à l'adolescence et puis qui peuvent, pas toujours, mais qui peuvent souvent le vivre. Alors, quand tu vois quelqu'un qui a des enfants et des petits-enfants, tu ne peux pas présumer qu'elle a un passé hétérosexuel, que ce soit un homme gay ou une lesbienne. Parce que il y a beaucoup de gens de ma génération, gays et lesbiennes, qui ont des enfants et des petits-enfants. Alors, si vous voyez des photos dans une chambre, vous dites, ah, mon Dieu, c'est donc des beaux enfants. Qui sont ces enfants-là? Voulez-vous m'en parler un peu? Peut-être que la personne va dire que c'est ses enfants ou ses petits-enfants. Peut-être pas. Peut-être elle va être capable de dire que oui, mais que là, non, c'est les petits-enfants de sa conjointe, par exemple. Donc, il ne faut pas présumer. OK, on continue. C'est pas évident d'utiliser le même langage avec lequel les gens se nomment. Alors, tu sais, on essaye que ça soit à l'intérieur de la communauté LGBTQ ou dans la communauté d'apprendre à fonctionner avec l'identité de genre, puis de respecter que les gens veulent quelquefois, même si pour nous, cette personne-là ressemble plus à un homme ou à une femme, qu'elle, de fait, cette personne-là préfère qu'on réfère à il ou elle avec d'autres types de pronoms. C'est pas évident de respecter les gens. Des fois, on se trompe, puis des fois, il faut se reprendre, mais on sait maintenant le traumatisme que vivent les personnes trans, puis on est prêt à faire notre bout de chemin.
Évidemment, dans toute relation d'aide, on essaie de respecter la confidentialité. C'est encore plus, euh, si jamais une personne se dévoile clairement pour vous, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est merci de me faire confiance, de me dire ça. Parce que c'est une étape pour une personne de dire c'est pas mon frère ou mon beau-frère, c'est mon conjoint. Ça y a pris probablement pas mal de courage. Alors, il faut être capable de comprendre là, tu sais, leurs craintes, leurs difficultés. Donc, vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez les soutenir en faisant partie de leur cercle de soins. Confiance, ouverture, respect. C'est ce que vous voulez dégager avec tout le monde, mais ça fait une très grande différence avec les aînés LGBT. Donc, encore une autre suggestion au niveau de l'identité de genre, que c'est pas toujours évident. Donc, on tente de faire en sorte que les personnes trans vont pouvoir recevoir des services selon le genre, le sexe auquel ils s'identifient. On continue? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de soupçon ou de cas avérés de maltraitance? Bien, ce sont toutes les caractéristiques de la relation d'aide, hein? D'être patient, de croire les gens, de ne pas juger. Mais celui que je trouve le plus important dans cette liste-là, c'est garder en tête que changer une relation abusive est un processus très difficile. Si vous avez travaillé dans le dossier de la violence faite aux femmes, vous savez que n'importe quelle relation où il y a une personne qui domine un autre, ça peut prendre tout un cheminement avant que la personne soit prête à identifier qu'elle est maltraitée, qu'elle est prête à en parler, qu'elle est prête à agir sur cette situation-là. Alors, c'est important d'avoir une très grande patience dans ce type de situation-là. C'est pas confirmé, mais vous soupçonnez qu'il y a peut-être quelqu'un qui domine d'une façon ou d'une autre. Ça peut être financièrement, ça peut être de la violence verbale. Tant que vous montrez de l'ouverture, peut-être que la personne va être prête à s'ouvrir davantage et, avec votre aide, de trouver de l'aide. Donc, on est dans le module pour avoir des pistes de comment intervenir dans des situations où on soupçonne, où on voit clairement qu'il y a eu de la maltraitance. Toutes les diapositives, les 5 ou 6 prochaines diapositives, sont toutes tirées d'une ressource que moi, je trouve très intéressante. Elle a été produite par Prévention de la maltraitance en Ontario. C'est Olivier va vous indiquer un peu plus tard comment y avoir accès sur le site web de l'organisation. Mais c'est un manuel spécifiquement au niveau de la maltraitance des personnes âgées de la communauté LGBTQ. Il y a plusieurs éléments de ce guide-là qui sont bons aussi pour la population générale, mais n'empêche, il y a un souci particulier de notre communauté. Donc, on vous donne un avant-goût de la ressource en utilisant certaines des pages du manuel. Le manuel est en environ 35 pages. Un des outils, c'est que vous pouvez lire cette liste-là et vous dire, OK, est-ce qu'il y a une ou deux questions que je pense qui seraient utiles pour ouvrir la conversation dans une situation où je soupçonne qu'il y a de l'abus de la maltraitance ou c'est clair que j'ai été témoin, par exemple, de la violence verbale. Donc, vous pouvez, c'est un guide, vous pouvez dire, oui, je me sentirais à l'aise de poser telle question, mais non pas une autre. Je vous laisse une minute pour lire les questions qui peuvent être utiles.
Et puis, comme vous disiez, Carmen, tout à l'heure, on est face à une catégorie de population qui a du mal à s'ouvrir de manière générale et qui aura du mal à accepter de déclarer qu'elles sont victimes de maltraitance. Ouais. Donc, il va falloir faire le petit effort supplémentaire en tant que fournisseur de services, sans parler de harceler la personne pour obtenir des informations, mais vraiment lui montrer que la porte est ouverte pour pouvoir vous en parler. Ouais. Et il va falloir insister un petit peu pour que la personne se dévoile parfois. Et ces questions-là peuvent vous aider. Oui, puis tu as raison d'ajouter ce commentaire-là, Olivier, parce que vous risquez d'être devant des personnes qui veulent soit ne pas parler de leur relation intime, que cette personne-là, non, c'est pas juste quelqu'un qui s'adonne à être là chaque fois que vous les visitez, là, puis qui en plus n'ose pas parler de la maltraitance. Bien, ça, c'est deux secrets à garder qui peuvent être lourds, hein? Donc, tout ce que vous pouvez faire pour alléger l'atmosphère, pour ouvrir l'atmosphère, pour que les gens se mettent de plus en plus à se confier. Vous savez aussi que la recherche démontre ça, que les gens, même quand ils s'ouvrent, ils vont dire comme 1/10 de ce qui se passe. Ils vont dire, ben, tu sais, des fois, il n'est pas fin. Ben, tu sais, c'est peut-être 10% de ce qui se passe vraiment, mais au moins, il y a une brèche. Il y a une brèche où la personne a eu assez de courage et de confiance en vous pour dire, des fois, il n'est pas fin. Donc, vous allez voir, à partir de ça, vous n'allez pas y poser 4 questions puis faire pour que la personne parte en peur, hein? Vous allez commencer une petite question une fois, peut-être une autre question la prochaine fois, mais vous voulez surtout démontrer que vous êtes là en appui, que cette personne-là peut compter sur vous pour l'appuyer. Donc, à supposer qu'entre mes commentaires puis le temps de lecture que vous avez pu faire, ça, c'est une excellente grille qui est inclue dans le guide que je trouve particulièrement intéressante. J'espère que c'est suffisamment lisible pour vous. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des différentes étapes que vous pouvez franchir. Ça commence, est-ce que vous soupçonnez que est-ce que le cas est soupçonné ou il est reconnu? Parce que si c'est un cas qui est clair, vous avez un signalement obligatoire puis vous avez une ligne où vous pouvez communiquer. Si c'est pas tellement clair, ben là, vous avez d'autres choses que vous pouvez faire. Donc, on vous indique là, des questions, est-ce qu'une intervention immédiate est nécessaire? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que la personne est capable de prendre des décisions? Oui. Est-ce qu'elle consent à aider au signalement? Non, elle n'est pas capable de prendre de décision. Est-ce qu'il y a une procuration? Alors, je trouve que c'est un outil qui ça peut pas couvrir toutes les situations auxquelles vous pensez ou que vous voyez dans votre entourage, mais je trouve ça particulièrement utile. Puis là aussi, je vous laisse une minute pour en prendre connaissance ou de l'utiliser comme test oculaire. Et je rappelle encore une fois que le webinaire est enregistré, que ces diapositives seront disponibles pour le téléchargement sur le site de Elder Abuse Prevention Ontario et que le module que nous vous présentons est aussi accessible gratuitement en téléchargement sur ce même site web. Donc, vous aurez accès à toutes ces informations quand vous voulez. Donc, passons à la prochaine ressource, également tirée du guide. Et ça vous permet de dire, ben moi ma préoccupation comme personne dans l'entourage de l'aîné LGBT, est-ce que j'ai surtout une préoccupation de sécurité, surtout une préoccupation de soutenir cette personne-là ou l'aiguillage, c'est-à-dire la référer à d'autres ressources. Puis, une fois que vous avez clarifié pour vous-même quel est l'objectif principal de l'intervention, ça peut être les 3, mais on ne peut pas tout faire en même temps, là. Il y a plusieurs bonnes pistes pour vous aider à agir finalement.
C'est beau. Bon. Donc, un rappel que j'espère que j'ai aiguisé votre appétit pour ce merveilleux outil, mais que ce matériel-là a été développé par Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario. Il y a différentes ressources. Vous voyez le guide est numéro 2 dans la liste et puis Olivier va vous indiquer comment y avoir accès. Absolument. Merci, Carmen. Je vais vous montrer comment nous pouvons accéder à ce module. Vous voyez à mon écran, je suis sur Internet et j'ai tapé Elder Abuse Prevention Ontario sur Google. Le premier lien qu'on m'offre, c'est l'accès vers leur site Internet. Et une fois qu'on est sur le site, il est accessible pour la majorité du contenu dans les 2 langues. Donc, je vais tout de suite aller cliquer sur Français en haut à droite du site pour que la page soit accessible en français. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a un volet formation et éducation. Je vais aller dans formation. Et une fois qu'on est dans formation, vous aurez des vidéos, des sessions de formation, des programmes de formation et aussi des outils d'intervention à destination des fournisseurs de santé ou des fournisseurs de services. Si je clique dessus, ça va m'amener vers toute une gamme de ressources qui sont disponibles et parmi elles, nous avons le fameux module qui concerne la maltraitance des personnes âgées de la communauté LGBTQ. Mais vous en avez aussi beaucoup d'autres si vous êtes intéressé par d'autres volets qui concernent la maltraitance des aînés. Ceci étant dit, nous pouvons revenir à notre diaporama et nous attaquons les 10 dernières minutes de ce webinaire. C'est beau. Donc, c'est une des ressources que moi, j'ai personnellement trouvée excellente. Et puis, merci de nous avoir indiqué comment y avoir accès, Olivier, aussi de nous avoir indiqué qu'il y a des ressources pour la maltraitance financière, la maltraitance émotive. Donc, d'excellentes ressources. On va continuer dans le domaine des ressources. Donc, Olivier a eu la politesse de mettre l'organisme avec lequel je suis associée comme ressource numéro 1. Merci, Olivier. Donc, nous sommes un organisme bilingue. C'est à peu près le seul organisme d'aînés LGBT en Ontario qui est bilingue. Donc, on a un certain nombre de ressources. Comme tous les organismes bilingues, vous pouvez être assuré qu'il y en a plus en anglais qu'en français. Hein? C'est la réalité. Une ressource excellente, c'est une ressource québécoise, la Fondation Émergence. Les 2 vidéos que vous avez vues sont tirées du site web de la Fondation Émergence. Il y a plusieurs ressources sur ce site web-là. Je pense que vous allez trouver ça finalement assez intéressant. Il y a le site Advocacy Center for the Elderly. C'est une ressource qui est aînée, mais qui a et des ressources en français, puis deuxièmement, qui fait un travail, je vais dire spécifique au niveau de la communauté LGBT. Par exemple, en ce moment, dans tous les réseaux d'aînés LGBTQ en Ontario, on est toutes embrayées pour soumettre des mémoires à la commission d'enquête sur les centres de soins de longue durée en Ontario. Puis l'Advocacy Center de Toronto s'est assuré d'avoir beaucoup de consultations avec la communauté LGBT. Alors ça, c'est carrément une alliée. Puis si ça vous intéresse d'avoir notre mémoire au gouvernement de l'Ontario, moi, ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. Il y a aussi des ressources qui sont des ressources d'aide plus générales. 211, c'est pour avoir de l'information sur différentes ressources. Il y a un volet LGBTQ. La Commission ontarienne aux droits de la personne, ils ont beaucoup d'expérience de transiger avec les cas basés sur l'orientation sexuelle. J'ai été il y a quelques années maintenant, la première personne à être nommée à la Commission ontarienne des droits de la personne pour représenter la communauté LGBTQ. Puis, c'est il y a 20 ans de ça. Là. Il était déjà très, très volontariste
de bien desservir cette communauté-là. Il y a aussi il y a une ligne d'action si vous êtes en soins de longue durée et que vous n'êtes pas respecté ou que votre conjoint, votre mère n'est pas bien traité. Veux-tu ajouter un commentaire sur les ressources, Olivier, qui a fait la recherche? Eh bien, non, comme on disait, les ressources disponibles pour la communauté LGBT qui sont en français en Ontario, on n'en a pas beaucoup. On a essayé de vous en mettre le plus possible ici. C'est pour ça que la liste part de ressources très ciblées population LGBT français à des ressources qui sont de plus en plus générales et qui peuvent aussi être en anglais. Mais vous avez plusieurs ressources qui sont disponibles sur la maltraitance de manière générale qui peuvent s'appliquer aussi à la communauté LGBT avec les outils qu'on vous donne aussi aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir ces ressources, notamment sur le site Fierté des aînés Ottawa. Vous avez sur leur site, c'est le premier lien qui est à l'écran, toute une liste de ressources de formation qui est très intéressante et la plupart du temps en français. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Puis les ressources continuent à la prochaine diapo. Donc, Max Ottawa, c'est un organisme gay qui offre des services en français. Santé Arc-en-Ciel, c'est un organisme provincial pour la communauté LGBTQ. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, c'est un organisme franco-ontarien, mais qui a une très grande sensibilité au niveau de la communauté LGBTQ. Et 3 ressources qui sont surtout anglaises. Égal, Canada, certaines ressources en français, mais c'est plutôt rare. Senior Pride Network, c'est l'organisme à Toronto, puis le Centre 517 est un